Solange arriva à Saint-Victor-sur-Dordogne avec un unique sac de voyage, une lettre pliée contre sa poitrine et une espérance si fragile que le vent du plateau semblait capable de la briser. Mais avant que le soleil ne finisse de tomber derrière les toits poussiéreux, toute la rue connut la vérité. L'homme qui lui avait promis un foyer n'allait pas venir l'accueillir. Octave Valois l'avait laissé en plan, comme on laisse un vieux sac au bord du chemin. Et le pire ne fut pas l'abandon, le pire fut que personne dans ce village ne bougea le petit doigt. La diligence s'arrêta devant l'épicerie Quincaillerie. Avec un gémissement de bois fatigué, Géraud, le cocher, descendit le premier. Il s'essuya la sueur du cou et commença à décharger des paquets étrangers. Solange resta assise une seconde de plus, les doigts serrés sur l'anse de son sac. Elle était jeune, sévenole, le regard ferme et la peau tannée par d'anciens soleils. Elle portait ses cheveux noirs ramenés en 2 tresses simples. Et, bien que sa robe de voyage fût marquée par la poussière, il y avait en elle une dignité que ni le chemin ni la fatigue n'avaient réussi à lui ôter. Saint-Victor-sur-Dordogne n'était qu'une rue large et sèche, avec une église au clocher fêlé, une forge qui sentait le charbon, une pension de famille à la peinture écaillée, et l'épicerie Quincaillerie, où Octave Valois disait avoir un avenir pour elle. Solange avait traversé trop de lieux, croyant en ses paroles. Il lui avait écrit qu'il avait besoin d'une épouse tranquille, forte, capable de tenir une maison quand l'hiver mordrait au carreau. Et il lui avait aussi promis que si elle venait dans l'Ouest, elle ne se sentirait plus jamais un fardeau. Cette phrase avait été celle qui l'avait poussé à venir, après la mort de M. Bertrand, et après que Crousel avait commencé à parler d'elle, comme si elle était un couvert de trop sur la table. Solange avait compris qu'il y a des foyers où une personne respire mais n'appartient pas. Eliane, sa mère, lui avait enseigné qu'une femme sévenole pouvait perdre son toit, sa nourriture ou son chemin, mais ne devait jamais perdre son nom. C'est pourquoi, quand sœur Roxane lui avait parlé de la lettre d'Octave, Solange avait cru que peut être le bon Dieu ou la terre elle-même lui ouvrirait une porte. Mais la porte s'était refermée avant qu'elle ne pût la toucher. Félix, le jeune commis de l'épicerie, sortit sur le perron, le visage rouge et le chapeau entre les mains. Il ne s'approcha pas trop, comme si la honte de Solange pouvait lui tacher les bottes. « Mademoiselle Solange ?» demanda-t-il. Elle leva le menton. « C'est moi, c'est moi. » Félix déglutit et regarda vers la fenêtre de l'épicerie. Un rideau bougea à peine. Quelqu'un regardait de l'intérieur. « Monsieur Valois m'a demandé de vous transmettre un message. » Solange ne détourna pas les yeux de lui. « Alors, dites-le. » Le jeune homme baissa la voix, mais dans une petite rue, même un soupir devient une nouvelle. « Il ne va pas sortir. Il s'est marié vendredi dernier avec Willa Hammerlin. Il a dit qu'il y avait eu un changement de plan. Sa famille possède un domaine viticole en Bourgogne, et il a pensé que c'était le mieux. Pendant un instant, le monde continua de bouger sans demander la permission. Un cheval frappa le sol de son sabot. Bruno cessa de marteler à la forge. Agnès, dans sa robe bleue, s'arrêta au milieu de la rue. Depuis les marches de l'église, Colette pencha la tête vers une autre femme pour murmurer quelque chose. Dans l'épicerie, Roger et Pierre firent semblant de regarder des sacs de grains, mais leurs yeux étaient rivés sur Solange. Elle sentit l'humiliation monter dans son cou, chaude et amère. Mais elle ne pleura pas, pas là, pas devant Octave, caché derrière un rideau. Félix lui tendit enfin une enveloppe. Il dit qu'il y a de l'argent ici pour que vous puissiez rentrer. Solange regarda l'enveloppe comme si c'était un serpent mort. Rentrer, il n'y avait pas de retour. Pas à la maison de Crousel, pas à la cuisine où Besbel comptait chaque ration, pas au coin emprunté où son nom sonnait comme une gêne. Solange prit l'enveloppe, la plia sans l'ouvrir et la glissa dans sa poche. « Dites à Valois que j'ai reçu son message », dit Solange. Et Félix cligna des yeux, s'attendant à des larmes, des cris ou des supplications. Il ne reçut rien de tout cela, seulement le dos droit d'une femme qui venait d'être blessée et refusait de saigner pour divertir le village. De l'autre côté de la rue, un homme grand se tenait près d'une charrette chargée de fils de fer, d'avoine et de clous. Il avait le chapeau bas, les épaules larges et le visage buriné de celui qui avait appris à parler peu, car la vie écoutait rarement. C'était Henri Dubois, un fermier de la Lanterne Rouge. Henri n'était pas venu à Saint-Victor-sur-Dordogne pour s'immiscer dans des problèmes de femmes, de promesses brisées ou de lâches au gilet propre. Il était venu pour des provisions, mais il vit Solange là, seule au milieu de la poussière, tenant son sac comme si c'était la dernière chose que le monde ne lui avait pas prise. Et quelque chose dans sa poitrine, quelque chose de vieux et d'enterré, reconnut cette solitude. Il traversa la rue lentement. « Mademoiselle, dit-il en touchant le bord de son chapeau, j'en ai assez entendu pour savoir qu'on vous a maltraité. » Les yeux de Solange s'aiguisèrent. « Alors vous avez entendu plus que vous n'aviez le droit. » Henri accepta le coup sans bouger. « Peut être. Solange, vous venez offrir de la pitié ?» La pitié ne nourrit personne. Solange l'étudia. Il ne semblait pas être un homme de parole douce.
c'était au moins un avantage. Alors que voulez-vous? Henri regarda vers les collines où le ciel devenait violet. J'ai un domaine à 5 kilomètres à l'est. Mon père, Marcel Dubois, est malade. La maison a besoin de nourriture, de nettoyage et de quelqu'un avec de la patience. Je paie 8 francs par mois, le gîte et le couvert. Un travail honnête, rien de plus. Solange serra l'anse de son sac. Elle avait cru à une promesse et avait fini debout dans la rue comme un colis rejeté. Elle n'allait pas se livrer à une autre parole masculine, sans y mettre de barrière. Si je viens, dit-elle, je travaille pour un salaire, je dors dans ma propre chambre, et si je décide de partir, je pars. Henri acquiesça. Juste. Et je ne réponds à aucun homme qui croit que la bonté lui donne des droits sur moi. Pour la première fois, Henri la regarda droit dans les yeux. Aucun homme ne devrait croire cela. Ces mots n'étaient pas jolis. Ils étaient mieux que jolis. Ils étaient propres. Solange regarda une dernière fois l'épicerie d'Octave Valois. Le rideau bougea à nouveau. Alors elle ramassa son sac de la poussière et monta dans la charrette d'Henri Dubois. Elle ne savait pas que ce chemin vers la lanterne rouge l'amènerait à une maison plus froide que la nuit, à un vieil homme qui avait oublié comment vivre, et à un fermier qui, lui aussi, avait besoin d'être sauvé. Si cette histoire a déjà touché votre cœur, Solange, restez avec moi, abonnez-vous à la chaîne, car ce que Solange trouvera dans ce domaine ne sera pas seulement du travail. Ce sera le premier endroit où son nom pourrait être à nouveau en sécurité. Le chemin vers la lanterne rouge ne fut pas émaillé de paroles superflues. La charrette avançait entre des nuages bas, de l'herbe sèche et des clôtures tordues par des années de vent. Saint-Victor-sur-Dordogne restait derrière elle. Mais Solange sentait encore leurs yeux rivés sur son dos, le rideau d'Octave Valois bougeant, les rires contenus de Roger et Pierre, le silence lâche de ceux qui avaient vu sa honte et avaient préféré regarder le sol. Henri Dubois guidait les chevaux d'une main ferme. Il ne lui posa pas de questions sur son passé. Il ne lui demanda pas pourquoi une jeune Sévenole avait fini sous le nom de Bertrande, ni pourquoi elle avait traversé tant de lieux pour épouser un homme qui n'avait même pas eu le courage de la regarder en face. Cette manque de curiosité brusque lui offrit un petit répit. Parfois, le respect ne vient pas sous forme de jolies paroles, mais dans le silence de quelqu'un qui ne met pas la main là où ça fait mal. Le ciel se refermait sur les collines. Au loin, les montagnes avaient une couleur bleu foncé, comme si elles gardaient la pluie à l'intérieur de leur peau. Solange tenait son sac sur ses genoux. À l'intérieur, elle avait 2 robes, un peigne en étain, une couverture légère, quelques herbes séchées enveloppées dans un tissu et un souvenir des lianes qu'elle ne pouvait toucher sans sentir sa poitrine se serrer. « Mon père s'appelle Marcel », dit Henri enfin. Solange tourna à peine le visage vers lui. « Il est très malade, n'est-ce pas ?» Henri regarda le chemin. « Non, pas d'une manière que la médecine puisse guérir. Depuis la mort de ma mère, Elisa, il s'est enfermé à l'intérieur. Il mange peu. Parle moins. Certains matins, on dirait qu'il ne respire que parce que le corps n'a pas encore reçu l'ordre de se rendre. » Solange ne répondit pas immédiatement. Elle connaissait ce genre de fatigue. Ce n'était pas du sommeil. C'était une pierre posée sur l'âme. La charrette monta une colline caillouteuse. Et alors la lanterne rouge apparut en contrebas, près d'un mince ruisseau et d'un vieux peuplier tordu par le vent. Ce n'était pas un domaine riche, mais résistant. La maison en rondin se tenait fermement, la grange avait une porte déglinguée, et les enclos s'étendaient vers un champ où quelques bêtes se déplaçaient comme des ombres lentes. Mais cela ne ressemblait pas à un foyer. Cela ressemblait à une maison qui retenait son souffle depuis longtemps. Henri arrêta la charrette devant le porche. Il descendit le premier, contourna le siège et leva la main pour l'aider. Il s'arrêta à mi-geste, comme s'il se souvenait que Solange n'était pas une femme habituée à accepter des mains inconnues. Elle vit ce doute. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était de l'attention. Elle accepta sa main et descendit. Les planches du porche gémirent sous ses bottes. Près de la porte pendait une vieille lanterne couverte de poussière, le verre opaque. Solange la regarda un instant. Un domaine appelé la lanterne rouge. Mais sa lanterne semblait n'avoir pas donné de lumière depuis des années. En entrant, elle fut frappée par l'odeur des lieux où la tristesse reste trop longtemps. Cendres froides, café réchauffé, laine humide, bois fermé et solitude. Le salon avait une table simple, 3 chaises, une cheminée en pierre et une étagère avec des assiettes craquelées. Il n'y avait pas de rideau propre, ni de fleurs en vase, ni de nappe sur la table. Tout était à sa place, mais rien ne semblait vivant. Henri posa le sac de Solange près d'une petite porte près de la cuisine. « Ce sera votre chambre, dit-il. Elle n'est pas grande. » Solange entra. Il y avait un lit étroit, une cuvette, un clou dans le mur pour accrocher des vêtements et une fenêtre qui donnait sur la grange. Sur le lit reposait une courte pointe rapiécée avec des carreaux bleus, marrons et un rouge déjà usé. « Ma mère l'a faite, » dit Henri depuis le seuil. Sa voix changea en disant « Mère ». Elle devint plus basse, comme s'il avait marché sur une terre sacrée. Solange effleura le bord de la courte pointe du bout des doigts. Elle avait des mains patientes. Henri baissa le regard.
Du fond de la maison, une toux sèche, dure, se fit entendre, suivie d'un lourd silence. « La chambre de Marcel est derrière, dit-il. Mieux vaut ne pas le déranger ce soir, à moins qu'il n'appelle. » Solange acquiesça. Henri lui montra le garde-manger. Il y avait de la farine, des haricots, des pommes de terre, du café, un peu de viande salée et des pommes séchées. Rien d'abondant, mais suffisant pour une femme qui avait appris d'Éliane qu'une humble marmite pouvait encore apporter du réconfort si elle était traitée avec respect. Quand Henri sortit à la grange, Solange resta seule pour la première fois depuis qu'elle était descendue de la diligence. Personne ne l'observait, personne n'attendait ses larmes. Elle s'assit sur le lit, serra les mains sur sa jupe et laissa échapper une seule larme, une seule. Puis elle s'essuya le visage. « Pas cette nuit », murmura-t-elle. Elle se leva, attacha son tablier et alla à la cuisine. Le fourneau était froid, la cafetière noircie, le sol avait de la poussière dans les coins. Solange retroussa ses manches et commença. Elle sortit les cendres, nettoya la table, balaya, frotta la poêle et alluma un petit feu qui trembla d'abord, puis prit de la force. Quand Henri revint, il s'arrêta sur le pas de la porte. La cuisine n'était pas guérie, mais quelque chose avait changé. Elle ne semblait plus abandonnée. « Vous n'aviez pas à commencer aujourd'hui, » dit Henri. « Aujourd'hui, on m'a embauché. » Henri regarda ses bottes pleines de terre et recula avant de marcher sur le sol propre. Solange le remarqua mais ne dit rien. Elle prépara des pommes de terre frites avec des oignons, de la viande salée et de petits pains, car la farine était peu abondante. L'odeur commença à se répandre dans la maison comme une main tiède, ouvrant les fenêtres. Henri se lava dehors avant de s'asseoir. Il attendit qu'elle occupe sa chaise avant de prendre sa fourchette. Ce fut une courtoisie simple, sans fioriture, mais vraie. Pendant qu'il mangeait, la toux revint du fond de la maison. Solange se leva, servit une petite assiette et la couvrit d'un linge propre. « Je vais le lui apporter. »« Il n'ouvrira pas, » dit Henri. « Alors il pourra le refuser chaud. » Elle marcha jusqu'à la dernière porte du couloir et frappa doucement. « Monsieur Marcel Dubois, je suis Solange. J'ai préparé le dîner. Je le laisserai ici si le cœur vous en dit. » De l'autre côté, il n'y eut pas de réponse, seulement le léger grincement d'une chaise. Solange posa l'assiette sur le sol et retourna à la cuisine. Henri la regardait avec une expression qu'il ne savait cacher. « Il ne vous remerciera pas. » Solange prit sa fourchette. « Je n'ai pas cuisiné pour qu'on me remercie. » Dehors, le vent poussa la maison. Pour la première fois depuis longtemps, la lanterne rouge sentait le pain chaud. Et derrière une porte fermée, un vieil homme qui disait « N'avoir pas faim » écoutait comment le silence commençait à se briser. Le lendemain matin, Solange trouva l'assiette vide près de la porte de Marcel Dubois. Elle n'était ni propre, ni lavée, ni placée avec courtoisie sur la table. Elle était toujours sur le sol, près du cadre, avec quelques miettes de pain collées au bord et une tache de graisse là où avaient été les pommes de terre. Mais pour Solange, cette assiette vide en disait plus que n'importe quel accueil. Elle disait que derrière cette porte fermée, il restait encore un homme vivant. Henri dit que la faim, si petite soit-elle, n'était pas tout à fait morte. Henri apparut dans le couloir, boutonnant sa chemise de travail. Il s'arrêta en la voyant, l'assiette à la main. Ses yeux allèrent de la vaisselle à la porte fermée. « Il a mangé » demanda-t-il à voix basse. « Assez pour laisser l'assiette sans tristesse » répondit Solange. Henri regarda vers la chambre de son père. Quelque chose bougea sur son visage, quelque chose de petit, presque caché. Ce n'était pas une joie complète. C'était une fissure dans un vieux mur. Il n'avait pas mangé depuis 2 jours. Solange emporta l'assiette à la cuisine et la lava à l'eau tiède. Elle ne dit pas que c'était un miracle. Les choses fragiles s'effarouchent quand on leur donne des noms trop grands. L'aube entrait pâle par la fenêtre. Dehors, l'air sentait la terre humide, le foin et les chevaux. Henri prit son chapeau, prêt à sortir vers la clôture sud. Mais Solange était déjà en train de casser des œufs dans une poêle. « Je peux prendre juste du café ?» dit-il. « Vous ne pouvez pas, » répondit-elle. « Mais vous ne le ferez pas. » Henri la regarda comme si personne ne lui avait donné d'ordre depuis longtemps. « Il y a des poules derrière le cabanon, » dit-il. « Une rousse-mort. J'ai connu pire qu'une poule, » dit-elle. Le coin de la bouche d'Henri bougea à peine. Ce n'alla pas jusqu'à un sourire, mais c'était proche. Pour une maison comme celle-là, c'était beaucoup. Après le petit déjeuner, Solange enveloppa 2 petits pains dans un torchon et les lui mit dans la main pour plus tard. « Vous n'avez pas à me nourrir 2 fois. »« Je ne vous nourris pas 2 fois. Je m'épargne le travail de relever un homme têtu du sol. » Cette fois, Henri soutint son regard un peu plus longtemps. Il n'y eut pas de paroles tendres, ni de promesses, ni ce genre de galanterie bon marché que les hommes des boutiques propres aimaient tant. Juste une pause honnête entre 2 personnes qui ne se faisaient pas encore entièrement confiance, mais qui n'étaient plus étrangères. Et quand il partit, Solange resta seule avec la maison. Elle n'essaya pas de tout changer d'un coup. Une maison qui avait été triste pendant des années ne pouvait pas revenir à la vie par simple empressement. Sa mère,
Eliane lui avait enseigné que même la terre sèche a besoin de recevoir l'eau lentement. Si on lui jette tout d'un coup, elle ne boit pas, elle se brise. Solange commença par la cuisine. Elle frotta la table jusqu'à ce que le bois montre une couleur plus claire sous les vieilles taches. Elle secoua le petit tapis près du fourneau. Elle ouvrit la fenêtre, bien que le vent du matin apportât du mordant. L'air frais entra avec une odeur d'étable, de sauge sauvage et de pluie lointaine. Puis elle dénoua le petit sac en tissu qu'elle gardait dans ses bagages. À l'intérieur, il y avait des herbes séchées, sauge, thym, une feuille de laurier, un peu de romarin. Ce n'était pas beaucoup, mais entre des mains patientes, une pincée pouvait changer toute une marmite. Eliane disait souvent que la nourriture pauvre n'avait pas à avoir le goût de l'abandon. Une femme pouvait faire du réconfort avec presque rien, à condition de ne pas cuisiner avec rancœur. Vers midi, Solange trouva des os de bœuf dans la glacière, des pommes de terre à la cave et 2 vieilles carottes enveloppées dans un chiffon. Elle fit dorer les os dans une lourde marmite, ajouta de l'oignon, de l'eau, du sel et ses herbes. Puis elle baissa le feu et laissa le temps faire son œuvre. Bientôt, l'odeur commença à tout emplir. Ce n'était pas un arôme scandaleux, il n'entrait pas en criant. Il se répandait lentement, profondément, comme une couverture chaude sur les meubles, sous les portes, entre les lattes du plancher. Marcel arriva jusqu'au couloir et resta devant la chambre de Marcel. Solange entendit le changement. D'abord un grincement de lit, puis une toux sèche, puis le silence. Elle continua de remuer la marmite sans regarder vers la porte. Certains cœurs ont besoin de croire que personne ne les attend pour oser s'approcher. Henri revint à midi, de la boue aux bottes et une éraflure à la manche. À peine eut-il franchi le seuil qu'il s'arrêta, respira. Solange le vit. Elle vit aussi comment il tenta de le dissimuler. Qu'est-ce que c'est? Un ragoût. Avec quelle viande? Plus que tout des os. Henri fronça les sourcils. Les os ne sentent pas comme ça. Si, quand on les traite avec respect. Elle lui servit un bol avec du pain. Henri prit la première cuillerée et resta immobile. Dehors, une pluie douce commença, frappant le toit comme des doigts sur du cuir. Il regarda le ragoût comme si une voix était montée du fond de la marmite. « Ma mère faisait quelque chose de similaire », dit-il enfin. Solange coupa un autre morceau de pain, lui laissant de l'espace pour sa douleur. Une bonne marmite appartient à toutes les mères qui ont eu plus d'amour que d'argent. Henri ne répondit pas. Il déglutit lentement. Ses yeux étaient loin, peu, être dans une ancienne cuisine, peu, être à côté d'Élisa Dubois, avant que la mort n'éteigne la maison. Quand il eut fini, Solange prépara un bol plus petit. Elle le couvrit d'un linge propre et marcha jusqu'à la porte de Marcel. Elle frappa doucement. « Bonjour, monsieur Marcel Dubois. Il y a du ragoût aujourd'hui. Je le laisserai ici au cas où vous voudriez y goûter. » Cette fois, avant qu'elle ne pût se baisser, une voix rauque sortit de l'intérieur. « Solange, qui êtes-vous » Solange tint le bol des 2 mains. « Je m'appelle Solange. » Il y eut une longue pause. « Que faites-vous dans ma maison ? Je travaille pour votre fils. Mon fils ne s'est pas embauché d'aide. » Depuis la cuisine, Henri resta immobile. Solange posa le bol sur le sol. Peu, être pas, mais il sait reconnaître quand une maison a besoin de mains. Personne ne répondit. Solange retourna à la cuisine. La pluie continua de tomber. Le feu continua de brûler. Au crépuscule, quand elle alla récupérer le bol, elle le trouva vide. Et à côté, il y avait un petit bouton de laiton usé et sombre, avec la forme d'une lanterne gravée sur sa face. Solange le souleva avec soin. Henri apparut derrière elle. En le voyant, il perdit ses couleurs. « Ce bouton était à ma mère », murmura-t-il. Et de l'autre côté de la porte fermée, Marcel Dubois commença à pleurer. Les pleurs de Marcel Dubois n'emplirent pas la maison comme un cri. Ce fut pire que cela. Ce fut un son bas, brisé, presque caché, comme si ce vieil homme avait oublié comment pleurer et que le corps se souvenait à peine du chemin. Henri resta immobile dans le couloir, regardant le petit bouton de laiton dans la main de Solange. Il avait la forme d'une lanterne gravée au centre, usée par les années et par les doigts de quelqu'un qui l'avait autrefois touché avec tendresse. « C'était à Élisa », dit Henri d'une voix qui semblait lui venir de très loin. « De son manteau du dimanche. » Solange baissa les yeux vers le bouton. Ce n'était pas un bijou, cela ne valait pas d'argent. Mais certaines petites choses gardent plus de vie qu'une boîte pleine de pièces. Derrière la porte, Marcel respirait difficilement. Ce n'était pas le souffle de la maladie. C'était le poids d'un homme qui portait un nom dans sa poitrine depuis trop longtemps. Solange ne s'approcha pas brusquement. Sa mère, Eliane, lui avait enseigné que la douleur d'une personne se respecte comme on respecte un cheval effrayé. Sans bruit, sans hâte, sans geste brusque. Elle s'agenouilla près de la porte et posa le bouton sur sa paume ouverte. « Monsieur Marcel, » dit-elle doucement, « je crois que ceci appartient à votre famille. » Le silence s'étira si longuement qu'Henri sembla retenir son souffle. Puis la porte s'entr'ouvrit, d'un petit pouce, peu, être moins.
Apparut d'abord une main pâle agrippée au bord du bois, puis un œil gris dans l'ombre, et finalement une partie du visage de Marcel Dubois. Mince, fatigué, couvert d'une barbe blanche, la tristesse marquée dans chaque ride. Le vieil homme regarda le bouton comme s'il ne savait pas s'il était réel. « Je croyais avoir perdu toutes ces petites choses », murmura-t-il. Solange garda la main ferme. « Les petites choses sont les dernières à quitter une maison, Marcel. » Henri détourna le regard. Ces mots le touchèrent à un endroit qu'il ne voulait pas montrer. Marcel prit le bouton de ses doigts tremblants. Il le serra contre sa poitrine, non pas comme quelqu'un qui garde du métal, mais comme quelqu'un qui retrouve une main perdue. « Elle le portait le matin du premier gel, dit-il. Elle est sortie dans la cour en disant que les haricots ne se sauveraient pas seuls et que je devais arrêter de maudire le ciel pour l'aider à les couvrir. » Un bref son s'échappa d'Henri, presque un rire, mais trop blessé pour l'être. Marcel tourna un peu le visage vers son fils. « Ta mère pouvait faire passer un homme pour un idiot sans élever la voix. » Henri déglutit. « Oui, monsieur. » Les genoux de Marcel fléchirent. Solange le vit à l'instant. « Laissez-moi vous rapprocher une chaise. Je peux marcher jusqu'à ma propre cuisine, » grogna-t-il. Henri fit un pas. « Papa, j'ai dit que je pouvais marcher. » Il mit plusieurs minutes à traverser le couloir. Henri marchait près, sans le toucher, les bras tendus, prêt à le soutenir s'il tombait, mais avec suffisamment de respect pour ne pas lui ôter sa fierté. Solange alla devant et écarta la chaise la plus proche du fourneau. La cuisine attendait avec un feu bas, une odeur de ragoût et de pain tiède. C'était la même pièce de bois ancien, la même table marquée par des années difficiles, les mêmes murs sans ornement. Mais cette nuit, elle semblait différente, comme si quelqu'un avait ouvert une fente dans l'hiver. Marcel s'assit avec un effort qui lui laissa le front humide. Ses yeux parcoururent la table propre, la fenêtre ouverte, la marmite sur le poêle, le linge plié près du pain. Puis il regarda Solange. « Vous avez arrangé ce que nous avons laissé pourrir. » Solange lui servit un peu de thé chaud. « J'ai seulement nettoyé ce qui voulait encore être nettoyé. » Marcel l'observa avec une méfiance fatiguée. « Vous parlez comme Élisa. » Henri se raidit, et Solange le remarqua. En Marcel, le souvenir d'Élisa ouvrait une porte. Chez Henri, cela semblait encore ouvrir une blessure. « Je n'ai pas eu l'honneur de la connaître, » dit Solange. « Non, » répondit Marcel, « mais vous connaissez sa manière. D'abord, on nourrit l'homme. Ensuite, on se bat avec lui. » Pour la première fois, Henri faillit sourire vraiment. Il le cacha en se penchant vers la cafetière. Mais Solange le vit. Tous trois restèrent dans la cuisine tandis que la pluie frappait la fenêtre. Marcel mangea un demi-bol de ragoût et un petit morceau de pain. Pour n'importe qui d'autre, cela aurait été peu. Pour Henri, chaque cuillerée semblait éloigner son père d'un pas de la tombe. Quand Marcel fut fatigué, Henri l'accompagna jusqu'à sa chambre. Solange rangea la table, essayant de ne pas écouter, mais les maisons en bois gardent mal les secrets. Avant de fermer la porte, Marcel parla d'une voix rauque. « N'effrayez pas cette jeune fille avec votre longue figure. » Henri soupira. « Papa, elle a plus de courage que vous et moi réunis. » La porte se referma. Henri revint à la cuisine, le chapeau entre les mains. La pluie tombait plus fort, glissant sur le toit en fils d'argent. « Je vous dois des remerciements, » dit-il. Solange essuya le dernier bol. « Vous me payez un salaire. Je ne parle pas de ça. » Elle posa le bol sur l'étagère. « Je sais. » Mais Henri la regarda alors. Et il y avait vraiment de la gratitude dans ses yeux, mais aussi quelque chose qui l'inquiétait. Solange le sentit, car il lui arrivait la même chose. Elle n'avait pas peur d'Henri. Elle avait peur de la rapidité avec laquelle une maison froide pouvait commencer à ressembler à un refuge. « Demain, j'irai au village pour les provisions, » dit-il. « Farine, café, sel et un peu de sucre, si Jacques Morin n'a pas encore augmenté le prix. Je ferai une liste. » Solange prit un morceau de papier et écrivit près de la lampe. Henri observa sa main se mouvoir d'une écriture ferme. « Vous écrivez clairement. » Eliane disait qu'une liste tordue fait un garde-manger tordu. Sa mère était sage. Elle l'était. Solange plia le papier et le lui tendit. Leurs doigts se touchèrent à peine, juste un instant. Mais tous deux le sentirent. Henri rangea la liste dans la poche de sa chemise comme si c'était quelque chose d'important. Cette nuit-là, la lanterne rouge ne cessa pas d'être une maison blessée. Mais pour la première fois depuis des années, la blessure était ouverte à l'air. Et parfois, dans l'Ouest, c'était ce qui se rapprochait le plus d'un début de guérison. Le lendemain matin, Henri Dubois partit vers Saint-Victor-sur-Dordogne sous un ciel lavé par la pluie. Il portait la liste de Solange pliée dans la poche de sa chemise, juste là où son cœur battait plus fort qu'il ne voulait l'admettre. Marcel avait demandé du café à table avant qu'Henri ne selle son cheval. Il ne but pas beaucoup, à peine quelques gorgées, mais il s'assit droit, le bouton de laiton d'Élisa à côté de la tasse, comme si cette petite lanterne gravée était une braise qui pouvait encore lui donner de la chaleur. Solange lui servit du pain grillé et ne fit aucun commentaire sur le miracle. Elle lui parla seulement du temps, des poules
et du fait que la farine ne suffirait pas pour beaucoup plus de jours. Henri l'observa depuis la porte. Elle se déplaçait dans la cuisine avec cette calme fermeté que possèdent les femmes habituées à survivre sans faire de bruit. Les cheveux noirs en 2 tresses, les manches retroussées, le regard attentif au feu et à Marcel en même temps. La lanterne rouge était encore une maison blessée, mais avec Solange à l'intérieur, elle ne semblait plus attendre la mort. C'était ce qui effrayait le plus Henri. Non pas le danger, non pas la dette, non pas le dur labeur. Ce qui l'inquiétait, c'était la rapidité avec laquelle il s'habituait à rentrer chez lui et à trouver de la lumière. À Saint-Victor-sur-Dordogne, la cloche de l'épicerie de Jacques Morin retentit quand Henri entra. L'odeur de café moulu, de cuir, de sucre et de vieille poussière emplissait l'endroit. Jacques était derrière le comptoir, pesant des clous. Roger et Pierre faisaient semblant de vérifier des sacs de maïs près du mur. Octave Valois se tenait près du comptoir, impeccable, son gilet sombre, les mains propres, comme s'il n'avait jamais porté rien de plus lourd qu'un mensonge. Les voix baissèrent à peine en voyant Henri, puis montèrent de nouveau, fausses et maladroites. Henri posa la liste sur le comptoir. Farine, café, sel, un peu de sucre, si vous ne faites pas payer comme si ça venait de l'or. Jacques regarda la liste et lâcha un reniflement. La jeune fille écrit mieux que la moitié du village. Octave sourit de côté. « Vous faites des courses pour votre nouvelle cuisinière, Dubois ?» Henri ne répondit pas. Octave s'appuya sur le comptoir, savourant son propre venin. « J'ai entendu dire qu'elle était utile en cuisine. Je suppose qu'elle devait l'être, considérant qu'il ne lui restait plus d'autre endroit où poser les pieds. » Roger lâcha un rire court. Pierre baissa les yeux mais ne s'écarta pas. Henri se tourna lentement. L'épicerie sembla se rétrécir autour de ses épaules. « Elle s'appelle Solange, » dit-il. Octave leva les sourcils. « Je n'ai pas voulu offenser. Alors entraînez-vous davantage, avant d'ouvrir la bouche. » La couleur monta au cou d'Octave. « Je dis seulement qu'un homme doit faire attention en accueillant sous son toit une femme sévenole qui est venue au village chercher Marie et a fini chez un fermier célibataire. » Le silence tomba lourd. Jacques cessa de bouger les mains. Roger déglutit. Pierre s'intéressa excessivement à une couture du sac. Henri s'approcha d'un pas. Il n'éleva pas la voix. Ce n'était pas nécessaire. C'est vous qui lui avez écrit des promesses. C'est vous qui lui avez demandé de traverser le territoire, et quand elle est arrivée, vous vous êtes caché derrière Félix comme un coyote derrière un baril. La mâchoire d'Octave se tendit. Ce n'est pas votre affaire. Ça l'a été depuis que vous l'avez laissée debout dans la rue pour que le village la regarde, comme si sa honte était un spectacle. Octave ouvrit la bouche, mais Henri continua. Dans cette épicerie, dans cette rue, et devant tout homme doté d'une ouïe, vous prononcerez son nom avec respect. Personne ne rit cette fois. Henri commença à rassembler les provisions avec un calme trop méticuleux. Henri prit un sac de farine. Mais alors il vit quelque chose sur le comptoir, près du coude d'Octave, une lettre pliée. Le papier était propre, bien qu'un coin montrât des marques d'avoir été touché plusieurs fois. Sur le devant, écrit à l'encre foncée, il y avait le nom de Solange. Octave vit où Henri regardait et posa son bras dessus. « Ça ne fait pas partie de votre achat. Aujourd'hui. » Henri laissa le sac sur le sol. « Ça ne lui appartient pas. Elle a été envoyée à mon épicerie et porte son nom. » Le visage d'Octave perdit une partie de sa couleur. « Vous avez pris trop d'intérêt pour une femme que vous connaissez à peine. » Henri soutint son regard. « Non. Un nom écrit sur une lettre n'appartient pas à l'homme qui la cache. » Jacques Morin racla sa gorge derrière le comptoir, mais ne dit rien. Être parce qu'il en avait assez de voir des affaires sales cachées entre le sucre et le café. Être parce que, même dans l'Ouest, même les hommes silencieux reconnaissent quand une ligne a été franchie. Octave glissa la lettre sur le comptoir du bout de 2 doigts, comme si le papier le brûlait. Henri la prit et la rangea à l'intérieur de son manteau. Le chemin du retour lui parut plus long. La charrette avançait fermement, mais son esprit ne pensait pas à Solange debout devant l'épicerie, à la façon dont elle avait accepté le coup, sans donner à Octave le plaisir de la voir brisée. Il pensait à Marcel mangeant un demi-bol de ragoût. Il pensait à Élisa, à son bouton de laiton, à la façon dont une femme pouvait entrer dans une maison morte et faire en sorte que même les vieillards veuillent s'asseoir à table. Quand il arriva au domaine, le soleil tombait derrière la colline. Solange était près de l'étendage, ramassant des linges avant que l'humidité du soir ne les refroidisse. Elle avait une ligne de farine sur la joue et Henri sentit une tendresse si inattendue qu'il dut regarder vers les chevaux. « Vous avez mis plus de temps que prévu, » dit-elle. Le village était bavard. Ça apporte rarement quelque chose de bon. Non, non. Henri sortit la lettre de son manteau et la lui offrit. Elle était à l'épicerie. Octave l'avait. Le visage de Solange changea avant de toucher le papier. Elle reconnut l'écriture. « C'est de Lucas », murmura-t-elle. Henri ne demanda rien. Il déchargea les provisions et la laissa seule près du vieil orme. Et Solange rompit le seau d'une main immobile. Elle lut les premières lignes
et l'air sembla quitter la cour. Lucas lui écrivait que Crouzel avait vendu le dernier bien de M. Bertrand, qu'il avait caché la vérité et qu'il avait répondu à Octave avant que Solange ne sache tout. Il disait aussi que Crouzel avait promis une somme qui n'avait jamais existé, utilisant le nom de Solange comme si c'était une pièce d'échange. Elle serra la lettre contre sa poitrine. Elle n'avait pas été choisie. Elle avait été envoyée au loin, mais Henri revint avec une boîte vide dans les mains et s'arrêta en la voyant. « Solange !» Elle leva les yeux. Sa voix sortit à peine. « On ne m'a pas envoyé dans l'Ouest pour me marier. On m'a envoyé pour se débarrasser de moi. » Henri laissa la boîte sur le sol. « Ici, vous n'êtes pas un fardeau. » Elle tourna le visage vers la colline. « Je ne sais pas ce que je suis ici. » Henri n'avait pas de belles paroles, seulement la vérité. « Vous êtes la raison pour laquelle Marcel est revenu à table. La raison pour laquelle cette maison a du feu avant la nuit. La raison pour laquelle j'ai voulu revenir aujourd'hui. Ce fut trop simple pour qu'elle puisse se défendre. » Solange se tourna avant qu'il ne vît ses larmes, mais Henri les vit de toute façon. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, il ne sut que faire de ses mains. Cette nuit-là, la lanterne rouge eut un dîner, du feu et du silence. Mais sous le silence, une nouvelle vérité commençait à brûler. La lettre n'avait pas fermé une blessure, elle avait ouvert la porte à quelque chose de bien pire. À l'aube, Solange trouva la phrase qu'elle n'avait pas vue la nuit précédente. Elle avait rangé la lettre de Lucas dans son sac, entre la mince couverture et le petit paquet d'herbes d'Eliane. Elle voulait la plier soigneusement, la mettre en sécurité, être la cacher entre les pages usées de sa Bible, mais en la retournant, elle découvrit des mots écrits à la hâte, presque serrés contre le bord du papier. « Demande à Octave le reçu. » Solange resta debout près du lit étroit, la lettre tenue entre ses deux mains. Dehors, Henri fendait du bois près de la grange. Chaque coup de hache tombait ferme, sec, sûr. Elle désira que son cœur puisse sonner ainsi. Mais à l'intérieur de sa poitrine, tout était poussière soulevée par des sabots. Un reçu signifiait que quelque chose avait été payé, que quelqu'un avait signé, qu'il y avait une trace d'encre où les hommes pouvaient mentir de la bouche mais pas si facilement avec le papier. Crouzel avait utilisé son nom, Octave Valois, avait attendu de l'argent, et Solange, sans le savoir, avait voyagé jusqu'à Saint-Victor-sur-Dordogne, portant sur elle le poids d'un marché que personne ne lui avait raconté. Au petit déjeuner, la cuisine sentait le café fort et le pain de maïs. Marcel Dubois était assis à table avec une couverture sur les épaules et le bouton de laiton d'Elisa à côté de l'assiette. Il ne semblait plus un fantôme caché dans sa chambre, bien qu'il eût encore la peau pâle et les yeux creux. Solange déplaçait la poêle sur le fourneau, mais sa pensée était loin. Marcel frappa la tasse avec la cuillère. « Vous pensez si fort que vous allez brûler le pain ?» Elle regarda rapidement. Un bord s'était déjà noirci. Henri s'approcha avant qu'elle ne pût prendre la poêle. « Je le fais. » Leurs mains se touchèrent presque sur le manche. Solange retira la sienne, non par peur, mais avec cette prudence de celle qui se souvient que faire confiance trop vite peut coûter cher. Henri le remarqua. « La lettre disait autre chose ?» demanda-t-il. Mais pendant un instant, l'orgueil voulut lui fermer la bouche. Et Solange avait porté trop de choses seule. Elle avait appris que raconter sa douleur aux autres, c'était comme laisser la porte ouverte dans une tempête. L'aide n'entrait pas toujours, parfois il entrait plus de froid, mais ensuite elle se rappela Henri devant Octave, l'obligeant à prononcer son nom avec respect. Henri rappela Marcel lui disant, sans le dire, que dans cette maison elle n'était plus une ombre. Elle sortit la lettre de la poche de son tablier et la posa sur la table. Henri lut la ligne au verso. Son visage se durcit. « Alors nous irons lui demander. »« Non, » dit Solange. Henri leva les yeux. La fermeté de sa propre voix la surprit. « Si cela me concerne, je lui demanderai. » Solange, Octave est lâche, mais les lâches aussi font du mal. Je sais, mais il va déformer les mots. Alors j'emmènerai quelqu'un qui les écoutera droit. Marcel lâcha une toux sèche, qui fut presque un rire. « Vous parlez de vous, mon garçon. » Henri regarda son père, puis Solange. Il y avait de l'inquiétude dans ses yeux, mais aussi du respect, et cela la soutint plus que n'importe quelle promesse. Je ne me cacherai plus dans ce domaine pendant que les hommes du village se transmettent ma vie comme si c'était un conte en suspens. La cuisine resta silencieuse. Henri posa la lettre sur la table. « Vous avez raison. » À midi, la charrette était prête. Marcel insista pour les accompagner jusqu'à ce que sa respiration devienne lourde. Avant d'arriver au porche, il s'accrocha au cadre de la porte, têtu comme un vieux poteau. « Solange, vous restez !» dit-il. « Je ne reçois pas d'ordre de jeunes filles employées. »« Si !» Henri détourna le regard, cachant un petit sourire. Solange adoucit sa voix. « S'il vous plaît, Marcel, j'ai besoin que vous soyez ici quand nous reviendrons. » Le vieil homme la regarda longuement. Puis il mit la main dans la poche de son gilet et en sortit le bouton de laiton en forme de lanterne. Il le posa dans la paume de Solange. Pour son courage, elle serra les doigts autour du métal tiède. « Je vous le rendrai. »
Vous avez intérêt, c'est la seule chose de fin qu'il me reste. Le chemin vers Saint-Victor-sur-Dordogne parut plus long que le premier jour. Cette fois, Solange n'arrivait pas comme une femme abandonnée sans endroit où se tenir. Elle arrivait avec une question, avec une vérité qui commençait à se lever, et avec Henri Dubois à ses côtés, pas devant elle. Quand ils entrèrent dans le village, les têtes tournèrent. Bruno cessa de marteler à la forge. Agnès les vit depuis la porte de la mercerie. Colette murmurait près des marches de l'église. Mais Solange ne baissa pas le regard. Octave Valois était derrière le comptoir quand ils entrèrent dans l'épicerie de Jacques Morin. Son sourire mourut dès qu'il les vit. « Solange, dit-il, quelle surprise. J'ai une question. » Octave regarda Henri. « Votre fermier parle pour vous maintenant ?»« Non. C'est pourquoi je parle. » Jacques Morin bougea lentement derrière le comptoir, feignant de ranger des bocaux, mais ses yeux écoutaient tout. Solange posa la lettre sur le bois. Lucas dit qu'il y a un reçu. La main d'Octave se tendit. « Je ne sais pas quelles affaires de la famille Bertrand vous voulez apporter à mon épicerie. Vous aviez ma lettre. Maintenant, je veux savoir si Crouzel a reçu de l'argent de votre part. » Le silence devint lourd. Henri fit un pas, mais ne parla pas. Octave réajusta son gilet. Il y eut une compréhension. « Combien ?» Octave serra les lèvres. 50 francs. Le chiffre tomba sur Solange comme de l'eau glacée. 50 francs. Plus d'argent qu'elle n'en avait vu en une seule fois depuis des années. Pas assez pour vendre la conscience d'un homme faible, assez pour la transformer en marchandise. « Vous avez le reçu ?» demanda-t-elle. « Non, non. » Jacques Morin racla sa gorge. « Oui, il l'a. » Octave se tourna furieux. « Jacques !» L'épicier sortit un livre de comptes usés et l'ouvrit sur le comptoir. Dans mon épicerie, on note les transactions, surtout les sales. Là était écrit « Crouzel, 50 francs. Octave Valois, arrangement matrimonial. » Solange regarda l'encre. Pour la première fois, elle comprit que sa honte n'était pas la sienne. Elle était celle des hommes qui avaient tenté de lui donner un prix. Elle serra le bouton d'Elisa dans son poing et leva la tête. « Je n'ai pas signé ce marché, je n'ai pas reçu cet argent. Et je ne dois rien à aucun homme de cette épicerie. » Octave pâlit. Et dehors, derrière la vitre, Saint-Victor-sur-Dordogne commençait à regarder différemment l'épicerie de Jacques Morin, resta si silencieuse que même la poussière semblait s'être arrêtée dans l'air. Solange tenait toujours la main fermée autour du bouton d'Elisa, sentant les bords usés contre sa peau. Devant elle, le livre de comptes restait ouvert comme une vieille blessure. Crouzel, 50 francs. Octave Valois, arrangement matrimonial. 4 lignes d'encre suffisaient à expliquer pourquoi elle avait traversé le territoire avec une espérance qui n'était pas la sienne, mais fabriquée par des hommes qui avaient décidé de la vendre sans utiliser de chaîne. Octave Valois tenta de retrouver sa contenance. Il lissa son gilet, regarda vers la fenêtre, puis vers les quelques curieux qui commençaient déjà à se rassembler dehors. « Cela ne signifie pas ce qu'elle croit », dit-il d'une voix de commerçant poli qui voulait transformer la saleté en poussière de chemin. Ce n'était qu'un accord familial, rien de plus. Solange ne baissa pas les yeux. Un accord familial ne se fait pas dans le dos de la femme que l'on va livrer. Roger et Pierre, qui s'étaient moqués d'elle auparavant, semblaient maintenant trop occupés à regarder leurs propres bottes. Jacques Morin garda une main sur le livre, comme s'il craignait qu'Octave n'essaie de le lui arracher. « 50 francs ne s'écrivent pas seuls, » murmura Jacques, « et ils ne s'oublient pas non plus. » Octave le regarda avec fureur. « Vous n'avez pas le droit de montrer ça. Mon épicerie n'est pas une caverne pour cacher des marchés pourris. » À ce moment, la clochette de la porte retentit. Tous se retournèrent. Willa Emerlin était à l'entrée, dans une robe claire couverte de poussière à l'ourlet et les gants serrés contre sa poitrine. Son visage avait la pâleur de celle qui est arrivée juste à temps pour entendre la partie de la vérité que personne ne voulait raconter. « Octave, dit-elle, qu'est-ce qui se passe ?» L'homme changea d'expression instantanément. La colère se transforma en fausse inquiétude. « Willa, rentre à la maison. Ce n'est pas ton affaire. » « Non. » Mais elle ne bougea pas. « C'est ce que tu as dit à propos du billet, à ordre que mon père a signé. » Un petit murmure traversa l'épicerie. Henri Dubois leva à peine le regard. Jacques ferma les lèvres fermement. Octave fit un pas vers elle. « Pas ici. »« Mais si, ici, » répondit Willa, bien que sa voix tremblât. « Parce que je commence à comprendre que tu dis toujours pas ici quand tu crains que quelqu'un ne t'entende. » Solange l'observa attentivement. Elle était arrivée à Saint-Victor-sur-Dordogne, croyant que Willa était la femme qui lui avait volé son avenir. Mais devant elle, elle ne voyait pas une ennemie. Elle voyait une autre femme prise dans l'ombre du même homme. Willa regarda le livre de comptes. « Qu'est-ce que ça signifie, Crouzel ?» Octave parla rapidement. « La famille Bertrand me devait des explications. Crouzel a promis que Solange viendrait avec de l'argent après le mariage. J'ai avancé une somme pour couvrir les frais. Rien de scandaleux. » Solange sentit que chaque mot cherchait à la salir encore une fois. « Non, il n'a pas couvert de frais. Il a acheté une promesse que personne ne m'a racontée. »
Willa déglutit. Et quand as-tu su qu'il n'y avait pas d'argent, Octave? Octave ne répondit pas. Le manque de réponse fut plus clair qu'une confession. Willa serra ses gants jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Alors tu t'es marié avec moi parce que mon père avait un domaine viticole en Bourgogne? C'est absurde. Mon père a signé un billet à ordre parce que tu lui as dit que l'épicerie avait besoin de réparation après la tempête. Mais le toit était déjà réparé, Octave. Je l'ai vu. Nous l'avons tous vu. Jacques Morin laissa échapper un petit bruit, comme si enfin une pièce s'emboîtait. Donc l'argent d'Alden Emerline a comblé le trou des 50 francs. Octave se tourna vers lui. « Taisez-vous, vieil homme !» Henri fit un pas. Ce ne fut pas rapide, ce ne fut pas violent, mais le bois du plancher gémit sous sa botte. Octave comprit l'avertissement et ferma la bouche. Willa regarda Solange. Ses yeux étaient remplis de honte, mais pas de fausse culpabilité. C'était la douleur propre d'une femme qui découvre que sa robe de mariée ne l'a pas sauvée d'être utilisée. « Je ne savais pas », murmura-t-elle. Pendant un instant, Solange se rappela la rue du premier jour, le rideau bougeant, les gens regardant, le mot « rentrer » se plantant en elle comme une épine. Il aurait été facile de haïr Willa, plus facile encore de la blâmer. Mais Eliane lui avait enseigné que la douleur ne se guérit pas en frappant celui qui saigne de la même blessure. « Je vous crois », dit Solange. Willa ferma les yeux une seconde, comme si ces deux mots lui avaient ôté un poids et en avaient mis un plus grand. Jacques Morin arracha avec soin une feuille copiée qu'il gardait derrière le livre de comptes. Il la poussa vers Solange. « Prenez ceci. Si Octave ou Crouzel essaie de vous imposer cette dette, montrez-le à n'importe quel brigadier-chef censé. » Octave tendit la main pour saisir le papier, mais Henri lui retint le poignet avant qu'il ne le touche. Il n'y eut pas de coup, seulement la force tranquille d'un homme qui n'avait besoin de rien prouver. « Non, » dit Henri. Octave retira sa main, respirant avec rage. Solange prit la copie. Le papier tremblait entre ses doigts, mais non par faiblesse. Il tremblait parce que la vérité, quand enfin on la tient, pèse plus qu'on ne l'imagine. Elle rangea la feuille à côté de sa lettre et regarda Willa. « Je suis désolé. » Willa laissa échapper un petit rire brisé. « Moi aussi. » Quand Solange sortit de l'épicerie, Saint-Victor-sur-Dordogne la regarda différemment. Bruno était immobile près de la forge. Agnès ne murmurait plus. Colette observait depuis la rue, les lèvres serrées. Personne ne rit, personne n'osa. Henri l'aida à monter dans la charrette, puis prit les rênes. Pendant un long moment, on n'entendit que le grincement des roues et le vent dans l'herbe basse. « Vous vous êtes tenue forte, » dit Henri enfin. Solange regarda le chemin. « J'ai eu peur tout le temps. » « Cela ne change pas ce que j'ai dit. » Elle tint la copie contre sa poitrine. Le soleil tombait derrière les collines, dorant la poussière comme si le monde voulait faire semblant que tout était beau. « Solange, quand je suis arrivé à Saint-Victor-sur-Dordogne, j'ai pensé que le pire était de n'être aimé par personne, » dit Solange. « Maintenant, je crois que le pire est de croire ceux qui vous ont fait sentir ainsi. » Henri ne répondit pas immédiatement. « Vous les croyez encore ?»« Non. » Et Solange baissa les yeux vers ses mains. « J'apprends à ne plus le faire. » Et tandis que la lanterne rouge apparaissait au loin, avec sa vieille lanterne éteinte près du porche, Solange comprit que la vérité avait à peine commencé à marcher, parce que les hommes comme Octave Valois ne pardonnaient pas d'être vus clairement. Et les hommes comme Crouzel ne cessaient pas de mentir juste parce qu'une femme trouvait une preuve. Cette nuit-là, la lanterne rouge ne dormit pas entièrement. Le dîner fut servi à l'heure habituelle. Solange prépara des haricots avec un peu de mélasse, du pain de maïs et des pommes frites, car Marcel Dubois avait dit, de sa voix cassée, qu'un homme qui revient de la mort a droit à quelque chose de doux. Henri mangea en silence, mais ses yeux allaient à Solange plus que ses mains n'allaient à son assiette. Elle faisait semblant de ne pas le remarquer. Elle était revenue du village avec la copie du livre de Jacques Morin, rangée sous le tissu de son sac. Elle la portait comme on porte une braise, avec soin, sachant qu'elle peut donner de la chaleur ou tout brûler. Willa Emerline avait ouvert une fissure dans le mensonge d'Octave. Mais Solange connaissait les hommes comme lui. Quand un lâche est mis à nu devant le village, il ne devient pas humble, il devient dangereux. Après le dîner, Henri sortit vérifier les chevaux. Marcel resta à table, tournant le bouton de laiton d'Elisa entre ses doigts. Le feu du fourneau lui peignait le visage d'orange et d'ombre. « Marcel a reçu de mauvaises nouvelles », dit le vieil homme. Solange leva le regard de ses assiettes. « Des nouvelles qui auraient dû m'être dites plus tôt. » Marcel acquiesça lentement. « Les pires, dit-elle. » Elle essuya une tasse avec un torchon propre. Pendant un moment, la question sortit avant qu'elle ne pût la retenir. « Est-ce que ça cesse un jour de faire mal, Marcel, d'être traité comme un fardeau par les gens qui auraient dû prendre soin de vous ?» Le vieil homme resta immobile. Ses yeux regardèrent quelque chose qui n'était pas dans la cuisine. « Pas entièrement, dit-il. Mais un jour, si Dieu et la terre se montrent cléments, quelqu'un vous aime de la bonne manière. Alors la vieille douleur reste assise dans un coin, mais elle n'occupe plus toute la maison. » Solange baissa les yeux. Elle ne répondit pas.
Elle ne pouvait pas. Dehors, les bottes d'Henri résonnèrent sur le porche, et elle plia la copie du reçu avec encore plus de soin. Plus tard, quand Marcel se retira et qu'Henri ferma les tables, Solange entra dans sa chambre. Elle ouvrit son sac sur le lit étroit. Elle sortit une robe, la plia, la remit, puis elle prit la lettre de Lucas et la copie de Jacques Morin. Elle pensa à partir avant que le problème n'atteigne Henri et Marcel. La lanterne rouge commençait à respirer, et elle ne voulait pas être la tempête qui briserait ses fenêtres. Alors un cheval renifla devant sa fenêtre. Solange resta immobile. Un cavalier s'arrêta dans la cour. Les rênes grincèrent. L'animal posa son sabot dans la boue fraîche. Dans la cuisine, la chaise d'Henri racla le sol. Une voix fatiguée appela de l'obscurité « Je cherche Solange ». Son cœur manqua un battement. Henri ouvrit la porte avant que Solange n'arrive au couloir. L'air froid entra avec une odeur de cuir mouillé, de sueur de cheval et de longs chemins. « Bonjour, dites votre affaire », ordonna Henri. L'homme sur la selle leva la tête. Il avait le chapeau bas, le manteau couvert de poussière et une main agrippée au pommeau, comme si le voyage lui avait volé ses forces. Quand la lumière de la lampe toucha son visage, Solange sentit le sol s'éloigner sous ses pieds. « Lucas, Lucas !» murmura-t-elle. Le cavalier descendit du cheval si vite qu'il faillit tomber à genoux. Il était plus jeune qu'elle, maigre du voyage, avec les mêmes yeux fatigués qu'elle avait vus tant de fois dans la maison de la famille Bertrand. Il ne ressemblait plus au jeune homme qui lui laissait autrefois du pain caché quand Bestbelle fermait le garde-manger. Il ressemblait à un homme poursuivi par sa propre lâcheté. « Solange, dit-il. » Henri se tourna à peine vers elle. « Vous le connaissez ?»« Lucas Bertrand, » répondit-elle. « Le seul de cette maison qui ait jamais eu de la honte. » Lucas baissa la tête comme s'il acceptait le coup. « Je suis venu demander pardon. » Solange le regarda sans bouger. « Cela n'explique pas pourquoi tu es ici. » Marcel apparut du fond, enveloppé dans sa couverture, appuyé contre le mur. Qu'il entre avant de tomber sur ses propres bottes. Personne ne discuta avec le vieil homme. Lucas passa à l'intérieur. Il ôta son chapeau et s'assit là où Solange lui indiqua. Elle lui servit du café, bien que ses mains se tendissent en posant la tasse. « Crousel n'en a pas fini, » dit Lucas. La cuisine se refroidit d'un coup. Henri ferma la porte. Parlait clairement. Lucas sortit un paquet de papier attaché avec de la ficelle. Les bords étaient humides et tachés par le voyage. Octave a écrit à Crousel, après l'arrivée de Solange à Saint-Victor-sur-Dordogne. Il lui a exigé les 50 francs. Crousel les a déjà dépensés. Il ne peut pas les rendre. « Ce n'est pas mon affaire, » dit Solange. « Il veut en faire la vôtre. » Lucas délia le paquet et posa les papiers sur la table. « Ceci est une lettre de tante Mathilde. Elle dit que vous n'avez jamais reçu d'argent ni d'héritage. Ceci est un papier de M. Clément, l'ancien greffier de M. Bertrand. Il confirme que la terre a été vendue pour payer des dettes. Il ne restait rien. » Solange regarda les documents sans les toucher. Chaque feuille était une porte s'ouvrant vers une trahison plus profonde. Lucas déglutit et posa le dernier papier sur la table. Et ceci, Crousel l'a écrit. Solange vit son nom à la fin, seulement ce n'était pas sa main. Le premier trait était faible, la courbe était mal faite. Son nom, le nom qu'Eliane lui avait enseigné à tenir comme une pierre sacrée, apparaissait là, tordu, volé, utilisé comme une corde. « Il a signé pour moi, » dit Lucas, les yeux remplis de culpabilité. « Il veut jurer que vous avez accepté d'apporter de l'argent après le mariage. Si Octave ne réclame pas à Crousel, ils essaieront de réclamer à vous. » Henri posa la main sur le dossier d'une chaise. Il ne toucha pas Solange, mais sa présence emplit l'espace à ses côtés. Personne ne lui ôte son nom. Dans ma maison, Solange. Solange leva les yeux vers lui. Pendant un instant, tout le bruit du monde s'éteignit. Henri ne lui demanda pas si elle disait la vérité. Il n'eut pas besoin de preuves pour la croire. Les preuves étaient là pour les autres. Marcel s'approcha lentement de la table. Ses vieux yeux brûlaient d'une force que le chagrin n'avait pas réussi à tuer. « Un mensonge peut courir longtemps la nuit, » dit-il. « Mais à l'aube, il laisse toujours des traces. » Lucas regarda vers la fenêtre sombre. « Alors vous devez vous préparer. Crousel venait 2 jours derrière moi, et s'il connaît Octave, il sera déjà en route pour Saint-Victor-sur-Dordogne. » Solange serra les doigts sur le faux papier. Le domaine craqua sous le vent. Quelque part, la vieille lanterne du porche heurtait doucement son crochet. Solange avait pensé à partir pour ne pas apporter de problème à la lanterne rouge. Mais maintenant, elle comprit quelque chose de différent. Le problème venait déjà en chevauchant vers elle. Et cette fois, elle ne pensait pas le recevoir seule. Le vent continua de frapper la lanterne rouge jusque tard dans la nuit, comme si quelqu'un d'invisible testait la force des murs. Solange resta près de la table, le faux papier sous la main. Son nom, écrit par Crousel, semblait une blessure ouverte sur le bois. Ce n'était pas seulement de l'encre, c'était un piège. C'était la preuve qu'un homme pouvait tenter de voler à une femme jusqu'à la manière de se nommer elle-même.
Henri Dubois revint de l'étable, le manteau humide et le visage fermé. Il avait vérifié les chevaux, fermé la porte de la grange et regardé vers le chemin plus de fois que nécessaire. Il ne dit pas qu'il attendait des problèmes, ce n'était pas la peine. Lucas était assis près du fourneau, enveloppé dans une couverture, les mains autour d'une tasse de café qu'il avait à peine goûté. Le voyage l'avait laissé pâle, mais la peur ne venait pas de la fatigue. Elle venait de savoir quel genre d'homme était Crousel quand il se voyait acculé. Marcel Dubois, têtu comme une vieille racine, refusa de retourner dans sa chambre. Il resta sur sa chaise, le bouton de laiton d'Elisa entre les doigts, observant les papiers sur la table comme si c'était des lettres de guerre. « Vous devriez vous reposer », dit Solange en regardant le vieil homme. Marcel lâcha un grognement. « J'ai trop reposé pendant que la vie continuait sans moi. Cette nuit, je reste éveillé. » Henri ôta son chapeau et le laissa près de la porte. « S'ils viennent, vous n'avez pas à parler. » Marcel le regarda de côté. « Mon garçon, quand un homme laisse insulter une femme sous son toit, il ne mérite plus de se nommer maître de maison. » Avant qu'Henri ne pût répondre, 3 coups secouèrent la porte. Ce n'étaient pas des coups de visite, c'étaient des coups de réclamation. Lucas se leva si vite que la couverture tomba sur le sol. Solange sentit l'air lui descendre à l'estomac. Henri traversa la cuisine en silence et s'arrêta, une main sur le verrou. De l'extérieur, une voix aiguisée par la pluie arriva. « Dubois, ouvrez, j'apporte une affaire légale concernant Solange. » Henri regarda Solange par-dessus son épaule. Il ne décida pas pour elle. Ce geste petit et énorme lui donna plus de force que n'importe quelle arme. « Vous voulez qu'ils entrent ?» Solange regarda les papiers sur la table, puis Lucas, puis Marcel. Elle avait passé trop de temps à fuir des conversations où d'autres utilisaient son nom comme si elle n'était pas présente. « Oui, dit-elle, qu'ils entrent. » Henri ouvrit. L'air froid entra avec une odeur de cuir mouillé et de boue. Sur le porche se tenait Oipla Fallois, son fin manteau boutonné jusqu'au cou, Crousel Bertrand, l'insigne mouillé sur la poitrine. Octave parla le premier. « Nous venons régler une dette. » Henri ne bougea pas. Dans cette maison, on ne réclame rien dans l'obscurité. L'adjointe Lenoir leva une main. « Je suis juste venu pour que cela ne dégénère pas. » Marcel rit sèchement depuis sa chaise. « Alors c'est mal parti, en venant avec eux. » Crousel entra, regardant la cuisine comme s'il s'attendait à trouver Solange brisée, affamée ou cachée. En la voyant debout près de la table, le dos droit et le feu lui éclairant le visage, son expression se durcit. « Solange, dit-il, vous avez déjà causé assez de honte. » Pendant un instant, elle vit le jeune homme qui avait autrefois mangé à la même table qu'elle sous le toit de M. Bertrand. Puis elle vit l'homme qui l'avait vendu pour 50 francs. « La honte n'est pas venue avec moi, » répondit-elle. « Elle est arrivée derrière vous. » Octave posa un papier sur la table. Elle a accepté de venir sous condition. Octave peut le jurer. Il y avait de l'argent promis après le mariage. J'ai avancé 50 francs en me fiant à cette parole. Solange regarda Crousel. « C'est ce que vous allez dire ?» Il ne soutint pas ses yeux. « Vous saviez assez. » « Je ne savais pas qu'on me donnait un prix. » Crousel serra la mâchoire. « Vous faites toujours la même chose. Vous vous faites la blessure pour que les autres vous plaignent. » Cette phrase voulut retrouver la vieille place en elle, ce coin où pendant des années on lui avait appris à se sentir trop sensible, trop fier, trop difficile. Mais ce coin n'était plus vide. Maintenant il y avait du feu, il y avait du pain, il y avait Marcel respirant près de la table. Il y avait Henri debout, sans la toucher, mais sans s'écarter. « Je vous entends clairement pour la première fois », dit Solange. Henri posa les papiers de Lucas sur la table, un par un. La lettre de tante Mathilde, la confirmation de M. Clément, l'ancien greffier, la copie du livre de Jacques Morin, la lettre de Lucas et, à la fin, le document avec la fausse signature. L'adjoint Lenoir s'approcha de la lampe. « Qu'est-ce que c'est ?»« Un mensonge avec mon nom, » dit Solange. Crousel montra le papier. « C'est sa signature. » Lucas fit un pas en avant. Sa voix tremblait, mais il ne recula pas. « Non, non, ce n'est pas elle. » Crousel le foudroya du regard. « Toi, tais-toi. »« Non, dit Lucas. Je me suis tu trop longtemps. » Il sortit de l'intérieur de son gilet une feuille pliée et la posa à côté du faux document. « Non, c'est une lettre que Solange a écrite à tante Mathilde avant de venir dans l'Ouest. Elle a sa vraie signature. » L'adjoint Lenoir leva les 2 papiers vers la lumière. Toute la cuisine retint son souffle. La fausse signature était faible, tordue, presque lâche. La vraie commençait par un trait ferme, comme si la main qui l'avait écrite savait qu'un nom devait se tenir debout. L'adjoint regarda Crousel. « Elle ne coïncide pas. Les femmes changent d'écriture, » cracha Crousel. Marcel frappa le sol de sa canne, pas au point de perdre son âme dans l'encre. Octave tenta de sourire. « Ceci est une confusion familiale. Ça n'a rien à voir avec moi. » « Non. » Solange se tourna vers lui. « Vous avez gardé ma lettre, vous avez caché votre marché, vous m'avez laissé dans la rue parce que l'argent n'est pas arrivé. » Henri fit un pas vers Octave, lent,
contrôlé. Et puis vous avez voulu faire passer votre lâcheté pour une affaire. L'adjointe Lenoir ramassa les papiers avec soin. Ceci ira devant le brigadier-chef Raymond à l'aube. D'ici là, personne n'emmène Solange, personne ne lui réclame une dette, et personne ne touche à ses preuves. Crouzel avança vers la table. « Ces papiers sont à moi », Henri s'interposa. Il ne leva pas la main. Ce n'était pas nécessaire. Son silence était plus dur qu'une menace. Crouzel regarda Solange avec haine. « Vous trouvez toujours un homme pour vous défendre. » Marcel se leva avec effort, appuyé sur la table. « Ce n'est pas de la pitié, Bertrand. C'est ce qui arrive quand les gens honnêtes reconnaissent l'une des leurs. » La phrase tomba sur la cuisine comme une sentence. Octave et Crouzel sortirent avec l'adjoint Lenoir vers la nuit. Quand la porte se referma, Solange commença à trembler. Enfin, Henri s'approcha, mais laissa de l'espace entre eux. « Demain, je peux parler pour vous. » Solange regarda sa vraie signature à côté de la fosse. « J'ai passé trop de ma vie à entendre des hommes parler de mon nom. Non. » Mais Henri acquiesça. « Alors je serai à vos côtés. » Dehors, la tempête commença à s'éloigner. Mais à l'aube, Saint-Victor-sur-Dordogne devrait regarder Solange en face. À l'aube, la lanterne rouge semblait retenir son souffle. La tempête était partie vers les collines, laissant le ciel gris et propre comme un drap fraîchement lavé. Solange monta dans la charrette, la Bible d'Éliane entre les mains et les papiers rangés à l'intérieur, près de la vraie signature que Crouzel n'avait pas pu imiter. Henri Dubois prit les rênes. Lucas montait derrière, pâle, mais décidé. Marcel Dubois, enveloppé dans la vieille courte pointe d'Élisa, insista pour être assis à leur côté. « S'ils vont rendre son nom à cette jeune fille, dit-il, je veux l'entendre de mes propres oreilles. » Personne ne discuta. Quand ils arrivèrent à Saint-Victor-sur-Dordogne, le village était déjà éveillé, non pas par travail, mais par faim de nouvelles. Bruno était devant la forge, les bras croisés. Agnès regardait depuis la porte de la mercerie. Madame de Lavigne se tenait sur le porche de la pension de famille. Colette murmurait près des marches de l'église, bien que cette fois sa voix eût moins de venin et plus de peur. Solange descendit de la charrette sans détourner le regard. La même rue qu'il avait vue abandonnée devrait maintenant la voir debout. Octave Valois était près de l'église, le visage tendu et le gilet trop bien arrangé pour un homme innocent. À ses côtés, Crouzel Bertrand gardait la mâchoire serrée, mais la sueur sur sa tempe le trahissait. L'adjoint Lenoir parla au brigadier-chef Raymond, un homme large, à la barbe grise et aux yeux qui semblaient avoir entendu trop de mensonges dans sa vie. Le brigadier-chef prit les papiers d'Henri, les examina lentement, puis regarda Solange. « Bonjour, mademoiselle Solange. Vous voulez parler ?» Elle sentit que tout Saint-Victor-sur-Dordogne l'observait. Elle se rappela le premier jour. Félix sur le porche, Octave caché derrière le rideau, l'enveloppe pour la renvoyer, les regards qui n'avaient pas aidé. Mais elle se rappela aussi la cuisine de la lanterne rouge, l'assiette vide de Marcel, le bouton d'Élisa, la voix d'Henri disant que personne ne lui ôterait son nom dans sa maison. « Oui, dit-elle. Je suis venu dire que je ne suis la dette de personne. Je n'ai signé aucun marché, je n'ai pas reçu ces 50 francs et aucun homme n'a le droit de vendre mon avenir en utilisant mon nom. » Un murmure parcourut la rue. Octave fit un pas. « Brigadier-chef, c'est une confusion familiale. Elle est venue au village sous promesse de mariage. Et sa famille ? Ma famille est Sévenol. » Le coupa Solange. « Et vous ne savez rien de ma famille. Vous ne savez que l'argent. » Avant qu'Octave ne pût répondre, la foule s'écarta. Willa et Merlin apparut, un petit coffre en fer blanc entre les bras. Sa robe claire était froissée, et ses yeux avaient les cernes d'une nuit sans sommeil. Elle marcha jusqu'au brigadier-chef Raymond et posa le coffre sur les marches. « Il y a plus, » dit-elle. Octave pâlit. « Willa, ne faites pas ça. » Non. Elle ne le regarda pas comme une épouse. Elle le regarda comme on regarde un étranger qui a dormi trop longtemps sous le même toit. « Vous l'avez déjà fait, vous. » Elle ouvrit le coffre avec une petite clé. À l'intérieur, il y avait des lettres, des notes et un cahier fin. Willa sortit une feuille et la tendit au brigadier-chef. Cette lettre, Octave l'a écrite à Crouzel avant l'arrivée de Solange. Elle dit qu'il ne l'épouserait que si l'argent promis arrivait en 30 jours. Le brigadier-chef lut en silence. Puis il leva les yeux vers Octave. « C'est votre écriture ?» Octave ne répondit pas. Willa sortit un autre papier. « Et ceci est le billet à ordre que mon père, Alden Hammerline, a signé parce qu'Octave a dit que l'épicerie avait besoin de réparation après la tempête. Mais l'argent a été utilisé pour couvrir ce qu'il avait donné à Crouzel. » La rue entière resta muette. Même Roger et Pierre, près de l'épicerie de Jacques Morin, cessèrent de faire semblant de ne pas écouter. Le brigadier-chef Raymond se tourna vers Crouzel. « Avez-vous signé le nom de Solange sur ce document ?» Crouzel regarda Lucas avec haine. Lucas fit un pas en avant. « Dis-le, pour une fois dans ta vie, dis la vérité. » Et Crouzel serra les poings. Pendant un instant, il sembla qu'il allait mentir de nouveau.
Mais la vérité était déjà trop éclairée. « Oui », cracha-t-il enfin. « Je l'ai signé. » Mais Solange ferma les yeux une seconde, non par faiblesse, mais parce que ce mensonge venait de mourir devant tous. Le brigadier-chef Raymond rangea les papiers. Solange ne doit pas d'argent à Octave Valois, ni à Crouzel Bertrand, ni à aucun homme dans cette affaire. Toute réclamation contre elle est déclarée fausse, et ceux qui ont falsifié son nom répondront devant la loi. Les mots tombèrent sur Saint-Victor-sur-Dordogne comme une cloche propre. Octave voulut parler, mais Willa s'écarta de lui. « Mon père saura quoi faire avec vos dettes, » dit-elle. « Moi, je ne compte pas rester auprès d'un homme qui construit sa maison avec des mensonges. » Crouzel regarda Solange. Il avait peur de tout perdre. Elle le regarda sans haine, mais sans pardon facile. « Vous n'aviez pas peur de porter votre propre culpabilité. Alors vous avez essayé de la mettre sur moi. » Crouzel baissa les yeux. Madame de Lavigne fut la première à s'approcher. Elle prit la main de Solange avec honte. « J'aurais dû vous offrir une chambre ce jour-là. » Solange lui tint la main. « Peut être que la prochaine femme qui arrivera seule recevra quelque chose de mieux que le silence. » En revenant à la lanterne rouge, l'après-midi tombait doré sur les enclos. Marcel respirait difficilement, mais ses yeux étaient vifs. Lucas resta quelques jours pour témoigner et réparer ce qu'il pouvait. Willa partit avec Alden Hammerlan, enfin libre d'Octave. Cette nuit-là, Henri mena Solange sur le porche. Il lui tendit une petite lanterne en bois, sculptée de ses propres mains. « Je n'ai pas de mots élégants, dit-il. Mais si un jour vous voulez un endroit où votre nom sera en sécurité, que ce soit ici. » Solange tint la lanterne. Elle pensa à Eliane, au chemin, aux hommes qui avaient tenté de lui donner un prix. Puis elle regarda la fenêtre illuminée, la table dressée, la fumée montant de la cheminée. « Alors je resterai, » murmura-t-elle, « non pas parce que je n'ai nulle part où aller, mais parce que je choisis cet endroit. » Et la lanterne rouge, qui fut autrefois une maison froide, retrouva un cœur. « Maintenant, dites-moi, si vous aviez été à Saint-Victor-sur-Dordogne ce jour-là, auriez-vous gardé le silence comme le village, ou auriez-vous été la première personne à tendre la main à Solange ?